Au début du XIIIe siècle, l'Europe politique ressemble à une mosaïque complexe de territoires, d'alliances et de rivalités. Le Saint-Empire romain germanique domine le centre du continent, tandis que le royaume de France, encore en formation, cherche à affirmer son autorité sur ses vassaux. L'Angleterre, dirigée par Jean Santerre, possède de vastes territoires sur le sol français, créant une tension permanente avec la couronne de France. Dans ce contexte tendu, une bataille décisive se prépare, une confrontation qui redéfinira l'équilibre des pouvoirs en Europe pour des siècles. Philippe Auguste, né le 21 août 1165, monte sur le trône de France en 1180 à seulement 15 ans. Fils de Louis VII, il hérite d'un royaume fragmenté où les grands vassaux possèdent davantage de pouvoir que le roi lui-même. Dès son couronnement, le jeune monarque montre une ambition et une ruse qui caractériseront tout son règne. Son règne commence par une manœuvre politique habile. Il épouse Isabelle de Hainaut en 1180, apportant avec elle l'Artois comme dot, une acquisition stratégique pour la couronne. Mais c'est sa politique d'expansion territoriale qui définira véritablement son règne. Philippe comprend que pour renforcer la monarchie française, il doit réduire l'influence des Plantagenets, la famille anglaise qui contrôle la Normandie, l'Anjou, le Poitou et l'Aquitaine. La première grande confrontation entre Philippe Auguste et les Plantagenets survient en 1189. Richard Cœur de Lion devient roi d'Angleterre et leurs relations se détériorent rapidement. Philippe soutient le frère de Richard, Jean Santerre, dans sa rébellion, créant une fissure dans la famille plantagenète. Lorsque Richard part pour la troisième croisade en 1190, Philippe en profite pour consolider ses positions en France. Le retour de Richard en 1194 marque le début d'une guerre acharnée entre les deux monarques. Philippe subit plusieurs défaites initiales, mais sa persévérance finit par payer. Il reprend progressivement les territoires français contrôlés par les Anglais. Verneuil en 1194, Issoudun en 1195 et une partie de la Normandie en 1195-1196. La mort accidentelle de Richard en 1199 facilite grandement la tâche de Philippe. Avec l'accession de Jean Santerre au trône d'Angleterre, Philippe Auguste trouve un adversaire moins redoutable. Jean, surnommé Lackland, Santerre, en Angleterre, est considéré comme un dirigeant faible et impopulaire. Philippe exploite cette faiblesse à son avantage, s'emparant du Vexin, de l'Anjou, du Maine, de la Touraine et finalement de la Normandie entre 1202 et 1204. En 1206, Philippe contrôle la majeure partie du nord-ouest de la France, réduisant considérablement les possessions anglaises sur le continent. Cette expansion territoriale transforme radicalement la nature de la monarchie française, donnant à Philippe les ressources et le prestige nécessaires pour se considérer comme l'égal des empereurs d'Europe. Le caractère de Philippe Auguste joue un rôle crucial dans ses succès. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n'est pas particulièrement attiré par les tournois ou les exploits chevaleresques. Il préfère la diplomatie, la stratégie et l'administration. Il modernise le gouvernement royal, créant un système de baillis et de sénéchaux pour administrer les territoires royaux et met en place une administration fiscale efficace qui finance ses campagnes militaires. Sur le plan personnel, Philippe est connu pour sa piété et sa dévotion, mais aussi pour sa ruse politique. Il n'hésite pas à utiliser l'excommunication comme arme diplomatique lorsque cela sert ses intérêts. Sa deuxième épouse, Ingeborg de Danemark, qu'il répudie rapidement après leur mariage en 1193, devient un levier dans ses négociations avec la papauté pendant des années. En 1214, Philippe Auguste est à l'apogée de son pouvoir. Il a transformé un royaume faible et fragmenté en une puissance européenne majeure. Mais cette réussite suscite des jalousies et des inquiétudes parmi ses voisins qui commencent à former une coalition pour contenir son expansion. La montée en puissance de Philippe Auguste ne passe pas inaperçue en Europe. Ses succès territoriaux aux dépens des Plantagenets anglais créent un déséquilibre politique qui inquiète de nombreux dirigeants. Jean Santerre, humilié par ses pertes successives, cherche activement des alliés pour reconquérir ses domaines français. Otton IV de Brunswick, empereur du Saint-Empire romain germanique, devient le principal allié de Jean dans cette entreprise. Otton, qui a été soutenu par Jean et le pape Innocent III dans sa lutte pour le trône impérial contre son rival Philippe de Souabe, voit d'un mauvais œil l'expansion française vers l'Est.
En tant que comte de Poitou par mariage, Othon possède des intérêts directs dans la région et craint l'influence croissante de Philippe. Ferrand, comte de Flandre, complète ce trio d'adversaires. Vassal du roi de France, Ferrand entre en conflit avec Philippe après que ce dernier a refusé de lui remettre certaines villes promises lors de son mariage avec la nièce de Philippe, Jeanne de Constantinople. Humilié et frustré, Ferrand se retourne contre son suzerain et rejoint la coalition. Le plan de la coalition est ambitieux, une attaque sur 2 fronts contre la France. Jean sans Terre doit débarquer dans le sud-ouest de la France avec une armée anglaise, tandis qu'Othon, 4e, et Ferrand de Flandre attaquent depuis le nord-est. L'idée est d'écraser les forces françaises en les forçant à se battre sur 2 fronts simultanément, une stratégie militaire classique qui a fait ses preuves tout au long de l'histoire. En juin 1214, Jean débarque à La Rochelle avec une armée considérable. Il s'empare rapidement de plusieurs villes, dont Angoulême et Saintes, et se dirige vers le nord, espérant rejoindre les forces d'Othon. Pendant ce temps, l'armée impériale, composée de contingents allemands, flamands et hollandais, traverse la frontière française et s'avance vers le sud. Les forces en présence sont impressionnantes. L'armée de la coalition compte environ 25 000 hommes, dont une forte proportion de chevaliers lourdement armés, l'élite guerrière de l'époque. En face, Philippe Auguste peut rassembler environ 15 000 soldats, un nombre inférieur mais compensé par la cohésion et l'expérience de ses troupes. La stratégie de Philippe face à cette menace double est remarquable de lucidité. Il comprend qu'il ne peut pas se permettre de diviser ses forces pour faire face aux 2 armées ennemies simultanément. Il décide donc de confier la défense du sud-ouest à son fils, le prince Louis, futur Louis VIII, avec une armée suffisante pour contenir Jean sans Terre, tandis que lui-même se dirige vers le nord pour affronter l'armée principale de la coalition. Cette décision s'avère cruciale. Le prince Louis, bien que jeune, se révèle un commandant compétent. Il parvient à contenir les forces anglaises, les empêchant de progresser davantage et de rejoindre leurs alliés. Pendant ce temps, Philippe se prépare à la confrontation décisive dans le nord. Fin juillet 1214, les 2 armées principales sont en mouvement dans la région de la Flandre française. Philippe Auguste et ses troupes marchent vers le nord, tandis qu'Othon 4e et Ferrand de Flandre avancent vers le sud. La rencontre semble inévitable. Le 26 juillet, Philippe et son armée atteignent la ville de Tournai. Là, il apprend que l'armée de la coalition n'est qu'à une journée de marche. Philippe décide de faire une halte pour permettre à ses troupes de se reposer et de se préparer au combat. Il sait que la bataille qui s'annonce sera décisive pour l'avenir de son royaume. Pendant ce temps, l'armée de la coalition campe près de la ville de Lille. Othon 4e, confiant dans sa supériorité numérique, ne se presse pas. Il attend des renforts et pense pouvoir choisir le moment et le lieu de la bataille. Cette confiance se révèle être une erreur tactique. Le 27 juillet, après avoir fait ses dévotions à l'abbaye de Saint-Médard, Philippe Auguste décide de reprendre sa marche. Son objectif est de traverser la rivière Marque avant que l'ennemi ne puisse l'intercepter. Cette manœuvre lui permettrait de se replier en sécurité si nécessaire ou de forcer l'ennemi à combattre dans des conditions qui lui seraient défavorables. L'armée française se met en route dans un ordre précis. L'avant-garde, commandée par le duc Eudes III de Bourgogne, ouvre la marche. Elle est suivie par le corps principal de l'armée, où se trouve Philippe Auguste lui-même. L'arrière-garde, sous le commandement du comte Guillaume des Barres, ferme la marche. Pendant ce temps, Othon IV est informé des mouvements français. Il comprend que s'il veut intercepter Philippe avant qu'il ne traverse la Marque, il doit agir rapidement. Il ordonne à son armée de se mettre en marche, espérant rattraper les Français et les forcer à combattre. Le terrain entre les 2 armées est marqué par des collines douces, des bois et des marais. Le village de Bouvines se trouve sur une petite élévation, entouré de champs ouverts et de quelques bosquets. C'est dans cette zone que le destin des 2 armées va se jouer. Philippe Auguste, conscient qu'il ne peut pas éviter la bataille, choisit soigneusement sa position. Il installe son camp sur une légère élévation près du village de Bouvines, avec ses flancs protégés par des marais et des bois. Cette position limite les possibilités de manœuvre de l'ennemi et neutralise en partie sa supériorité numérique. Pendant que les Français préparent leur position, l'armée de la coalition arrive sur les lieux. Othon IV examine le dispositif français et comprend qu'il devra attaquer de front, sans pouvoir utiliser pleinement sa supériorité numérique. Malgré cet inconvénient, il reste confiant dans la supériorité de ses chevaliers et décide de donner la bataille.
La nuit du 27 juillet, les deux armées campent à portée de vue l'une de l'autre. Les soldats français, conscients de l'enjeu, passent la nuit à préparer leurs armes et leurs armures. Philippe Auguste, quant à lui, passe une partie de la nuit en prière dans l'église de Bouvines, demandant à Dieu de lui accorder la victoire. Du côté de la coalition, l'ambiance est plus détendue. Othon et ses commandants sont convaincus de leur supériorité et ne semblent pas réaliser la détermination des Français. Ferrand de Flandre, qui connaît bien le terrain, conseille à Othon d'attaquer rapidement, mais l'empereur préfère attendre le matin pour engager le combat. Le 28 juillet, au lever du jour, les deux armées se préparent pour la bataille. Le temps est clair et chaud, idéal pour un affrontement en plein champ. Les soldats prennent leur petit déjeuner, les prêtres donnent l'absolution et les commandants passent en revue leurs troupes. Le matin du 28 juillet 1214, les deux armées se font face sur les plaines de Bouvines. Philippe Auguste a disposé ses troupes avec soin. Au centre, il place ses meilleures unités, commandées par lui-même. Sur l'aile droite, il positionne le duc Eudes III de Bourgogne avec les chevaliers bourguignons et champenois. Sur l'aile gauche, il confie le commandement au comte Guillaume des Barres, l'un de ses plus fidèles lieutenants. Face à lui, Othon IV a également organisé son armée en 3 corps. Au centre, il place les troupes impériales allemandes, considérées comme les plus fiables. Sur sa droite, il positionne les contingents flamands et hollandais sous le commandement de Ferrand de Flandre. Sur sa gauche, il place les troupes anglaises et les mercenaires brabançons. La bataille commence vers midi. Les premières flèches s'échangent entre les archers des deux camps, créant une pluie mortelle au-dessus du champ de bataille. Puis, suivant la tactique habituelle de l'époque, la cavalerie lourde des deux côtés charge. L'aile droite française, commandée par le duc de Bourgogne, est la première à entrer en contact avec l'ennemi. Les chevaliers bourguignons et champenois heurtent de plein fouet les troupes flamandes de Ferrand. Le choc est terrible. Les cavaliers s'empalent sur les lances, les chevaux s'abattent sous le poids des combattants et les épées s'entrechoquent dans un vacarme assourdissant. Pendant ce temps, au centre, Philippe Auguste mène personnellement la charge de ses troupes. Le roi, monté sur son cheval de guerre, se trouve en première ligne, exposé aux flèches et aux lances ennemies. Son courage inspire ses hommes, qui combattent avec une férocité redoublée. L'aile gauche française, sous le commandement de Guillaume des Barres, affronte les troupes anglaises et brabançonnes. Les Français, bien que moins nombreux, sont mieux organisés et plus motivés. Guillaume des Barres, un vétéran de nombreuses batailles, dirige ses troupes avec une habileté remarquable, exploitant chaque faille dans le dispositif ennemi. Les premières heures de la bataille sont particulièrement sanglantes. Les deux camps se battent avec acharnement, conscients que l'issue de cette confrontation déterminera l'avenir de la région. Les morts et les blessés s'accumulent sur le champ de bataille, transformant la plaine verdoyante en un paysage de désolation. Un moment crucial de la bataille survient lorsque Philippe Auguste est désarçonné. Un chevalier allemand, nommé Réginald de Boulogne, parvient à frapper le roi et à le faire tomber de sa monture. Pendant un instant, les Français croient leur roi mort. La panique commence à se répandre dans leurs rangs. Mais Philippe Auguste n'est pas un homme facile à abattre. Il se relève rapidement, remonte en selle grâce à l'aide de ses écuyers et continue à combattre avec encore plus de détermination. Cet incident, loin de démoraliser les troupes françaises, les galvanise. Voyant leur roi se battre avec un tel courage, ils redoublent d'efforts pour repousser l'ennemi. Pendant ce temps, sur l'aile droite, le duc de Bourgogne parvient à enfoncer les lignes flamandes. Ferrand de Flandre, qui combat avec bravoure, est encerclé par les chevaliers bourguignons. Après une résistance acharnée, il est finalement capturé et emmené derrière les lignes françaises. La perte de leur commandant démoralise les troupes flamandes qui commencent à reculer. Au centre, la situation est plus équilibrée. Les troupes impériales allemandes combattent avec une discipline remarquable, repoussant les assauts français. Othon IV, qui commande personnellement ses troupes, se bat avec courage et parvient à maintenir ses positions malgré la pression française. C'est sur l'aile gauche que la bataille va basculer. Guillaume des Barres, après avoir repoussé les troupes anglaises et brabançonnes, lance une charge décisive contre le flanc des troupes impériales. Pris entre deux feux, les Allemands commencent à céder sous la pression. Othon IV comprend que la bataille est perdue. Voyant son armée sur le point de s'effondrer, il prend la fuite, abandonnant ses hommes sur le champ de bataillance.
La déroute de l'empereur provoque une panique générale dans les rangs de la coalition. Les soldats, voyant leur commandant s'enfuir, jettent leurs armes et tentent de s'échapper. La poursuite qui s'ensuit est impitoyable. Les cavaliers français, excités par la victoire, pourchassent les fuyards sans pitié. Beaucoup de soldats de la coalition sont tués ou capturés pendant cette phase de la bataille. Les marais et les bois environnants, qui avaient servi de protection aux Français, deviennent des pièges mortels pour les fuyards. La bataille de Bouvines se termine par une victoire écrasante de Philippe Auguste. Les pertes de la coalition sont lourdes. Plusieurs milliers de morts et de blessés, et de nombreux nobles capturés, dont Ferrand de Flandre et plusieurs comtes allemands. Du côté français, les pertes sont beaucoup plus faibles, bien que le roi lui-même ait été blessé pendant le combat. La nouvelle de la victoire de Bouvines se propage rapidement à travers la France et l'Europe. À Paris, la population accueille l'information avec une joie immense. Des processions de remerciements sont organisées dans les églises et les cloches sonnent dans tout le royaume pour célébrer la victoire du roi. Philippe Auguste, après avoir fait soigner ses blessures, rentre triomphalement à Paris. Les rues de la capitale sont décorées pour l'occasion et les habitants acclament leur roi comme un héros national. Cette victoire renforce considérablement le prestige de Philippe et de la monarchie française. Pour Otton IV, la défaite de Bouvines est désastreuse. Non seulement il a perdu une bataille décisive, mais il a également perdu la face en s'enfuyant du champ de bataille. Cette fuite est considérée comme un acte de lâcheté inexcusable pour un empereur et un chevalier. Beaucoup de ses partisans allemands commencent à remettre en question sa légitimité. Jean Santerre, qui attendait des nouvelles de la coalition dans le sud-ouest de la France, est dévasté lorsqu'il apprend la défaite. Son plan pour reconquérir ces territoires français s'effondre. Il doit se replier précipitamment vers La Rochelle, poursuivi par les troupes du prince Louis. La campagne anglaise en France se termine par un échec total. Ferrand de Flandre, capturé pendant la bataille, est emmené à Paris où il est emprisonné. Philippe Auguste utilise sa capture pour exercer une pression sur la Flandre, obtenant des concessions territoriales et politiques importantes. La Flandre, jusqu'alors État quasi indépendant, devient plus étroitement liée à la couronne française. Sur le plan diplomatique, la victoire de Bouvines renforce considérablement la position de Philippe Auguste dans ses négociations avec l'Angleterre et le Saint-Empire. Jean Santerre, affaibli par sa défaite, est contraint de signer le traité de Chinon en septembre 1214, reconnaissant la perte définitive de la Normandie, de l'Anjou, du Maine et de la Touraine. En Allemagne, la défaite de Bouvines accélère la chute d'Otton IV. Ses adversaires, menés par Frédéric II de Hohenstaufen, fils de l'empereur Barberousse, utilisent cette défaite pour contester sa légitimité. En 1215, Otton est déposé par une partie de la noblesse allemande et Frédéric II est élu empereur à sa place. En France, la victoire de Bouvines a des répercussions politiques profondes. Elle renforce l'autorité royale et affaiblit le pouvoir des grands vassaux. Beaucoup de seigneurs, impressionnés par la puissance militaire de Philippe, se montrent peu plus coopératifs et moins enclins à défier l'autorité royale. Sur le plan économique, la victoire permet à Philippe Auguste de sécuriser les frontières du royaume et de développer le commerce intérieur. Les routes commerciales, jusqu'alors perturbées par les conflits féodaux, deviennent plus sûres, favorisant l'essor des villes et du commerce. La bataille de Bouvines, bien que relativement peu connue aujourd'hui en dehors des cercles historiques, a eu des conséquences profondes et durables sur l'histoire de l'Europe. Elle marque un tournant dans l'équilibre des pouvoirs entre les grandes monarchies européennes et a contribué à façonner l'Europe moderne. En France, la victoire de Bouvines consolide la monarchie capétienne et accélère la construction de l'État français. Philippe Auguste et ses successeurs pourront s'appuyer sur cette victoire pour renforcer leur autorité et centraliser le pouvoir. Le modèle de monarchie centralisée qui se développe en France influencera profondément l'évolution politique de l'Europe. En Angleterre, la défaite de Bouvines a des conséquences inattendues. Jean Santerre, affaibli par son échec militaire, fait face à une opposition grandissante de la part de ses barons. Cette opposition aboutit à la signature de la Magna Carta en 1215, un document qui limite le pouvoir royal et établit des principes de gouvernement qui influenceront le développement de la démocratie parlementaire en Angleterre et dans le monde anglo-saxon. Dans le Saint-Empire romain germanique, la défaite de Bouvines contribue à affaiblir le pouvoir impérial et à renforcer l'autonomie des princes allemands.
Cette évolution mènera à la fragmentation politique de l'Allemagne, qui persistera jusqu'à l'unification du pays au XIXe siècle. Sur le plan militaire, Bouvines illustre l'importance de la discipline, de l'organisation et du commandement dans la guerre médiévale. Contrairement à l'image d'Épinal de la chevalerie, la bataille montre que la victoire dépend moins de l'héroïsme individuel que de la cohésion de l'armée et de la qualité du commandement. Sur le plan culturel, la victoire de Bouvines renforce le sentiment national français. Bien que le concept de nation à l'époque soit très différent de celui d'aujourd'hui, la bataille contribue à créer une conscience collective et un sentiment d'appartenance à une entité politique plus large que le seigneurie locale. La bataille de Bouvines marque également un tournant dans les relations entre la France et l'Angleterre. La rivalité entre les deux pays, qui dominera la politique européenne pendant des siècles, trouve ici l'un de ses points de départ. Les conflits futurs, notamment la guerre de Cent Ans, trouveront leurs racines dans les tensions créées par cette période. Sur le plan religieux, la victoire est interprétée comme un signe de la faveur divine envers Philippe Auguste. Cette perception renforce le prestige de la monarchie française et contribue à l'idée du « roi très chrétien », un concept qui jouera un rôle important dans l'histoire de France. 800 ans après la bataille, il est facile de sous-estimer l'importance de Bouvines dans l'histoire de l'Europe. Pourtant, cette confrontation, qui n'a duré qu'une seule journée, a redéfini l'équilibre des pouvoirs en Europe et a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Philippe Auguste, par sa victoire, a non seulement préservé l'intégrité du royaume de France, mais a également posé les fondations de la monarchie centralisée qui deviendra l'un des modèles politiques les plus influents de l'histoire. Son règne marque le début de l'ascension de la France comme grande puissance européenne, une position qu'elle conservera pendant des siècles. La bataille de Bouvines illustre également comment un événement militaire peut avoir des conséquences politiques, sociales et culturelles profondes et durables. Elle montre que l'histoire ne dépend pas seulement des grandes forces économiques ou sociales, mais aussi des décisions individuelles et des hasards de la guerre. Aujourd'hui, un monument commémoratif se dresse sur le site de la bataille, rappelant aux visiteurs l'importance de cet événement. Chaque année, des célébrations commémorent la victoire, perpétuant le souvenir de ce jour où un roi de France a défié les attentes et a vaincu une coalition redoutable. L'histoire de Bouvines est finalement l'histoire de la construction d'une nation, de la affirmation d'une identité et de la naissance d'une puissance européenne. Elle nous rappelle que les grandes transformations historiques commencent souvent par des événements qui, au moment où ils se produisent, peuvent sembler anodins ou simplement militaires, mais qui révèlent leur pleine signification avec le temps. En ce sens, la bataille de Bouvines mérite sa place dans l'histoire non seulement comme un fait militaire remarquable, mais aussi comme un tournant dans l'histoire de l'Europe, un moment où le destin d'un continent a été redéfini par le courage d'un roi et la détermination de ses soldats sur une plaine du nord de la France un jour d'été 1214.